Ça va prendre. Mhm. Bonjour Luc Baudin et bienvenue dans cette interview. Merci, c'est un honneur de vous recevoir. L'honneur est partagé, Alexandra, et merci de cette invitation et merci à toutes les personnes qui vont nous regarder sur cette vidéo. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup à vous. Alors, je sais que vous êtes très connu, mais pour ma communauté, j'aimerais que vous puissiez revenir sur votre parcours aussi en tant que médecin. De quelle manière vous avez occupé ce poste-là, pendant combien d'années et qu'est-ce que vous en retirez de manière aussi positive, voilà, de ces expériences passées. Ah bah après mes études de médecine, je suis parti déjà faire un petit tour du monde pendant 1 an et demi avec le sac à dos sur le dos parce que j'avais besoin de m'aérer après avoir été un peu formaté pendant 8 ans, mais formaté que je ne regrette absolument pas parce que ça m'a permis de travailler pendant 25 ans comme qu'on appelle aujourd'hui la médecine générale. Moi, j'appelais ça plutôt à l'époque la médecine de famille où on soignait les familles entières. C'est vrai qu'à un moment, j'avais le choix entre faire une spécialité ou m'installer comme dans la médecine générale. Et j'ai choisi plutôt la médecine générale et avec option tout de suite de médecine naturelle. Donc, dès le départ, j'ai exercé l'acupuncture, l'homéopathie, la sophrologie. Et puis, au fur et à mesure, j'ai ajouté pas mal d'autres spécialités au fur et à mesure de ces 25 années. Mais c'était une période où j'étais jeune, où j'avais Oui. du punch, et puis c'est vrai que les journées étaient longues, le travail était intense, il y avait les gardes de week-end, les gardes de nuit, il y avait les formations, bref, je peux dire que je m'éclatais dans mon travail, je peux dire que je m'éclatais. J'aimais beaucoup mon travail de médecin et tous ces échanges qu'il y avait avec mes patients, on faisait partie de la famille, hein, Oui. et c'était très, très sympa. Donc, c'était quelque chose que j'ai aimé. Et puis, arrivé un moment où la médecine a changé, les passions ont changé, j'ai changé. Et donc, en fait, il y a un moment, je me suis aperçu que je n'avais plus ma liberté que de Mhm. prescrire, en particulier, comme, et on l'a bien vu avec l'histoire de la pandémie, comment les médecins ont été bloqués au niveau de leur liberté de prescription. Et donc, moi, ça fait depuis pas mal d'années que je m'étais aperçu de ça. Et c'est là que je me suis dit, faut passer à autre chose. Donc, vous avez exercé à peu près pendant combien de décennies, si on ose revenir sur cette période-là? Moi, j'ai jamais calculé parce que j'ai eu un premier cabinet pendant une vingtaine d'années. Mhm. J'ai eu en Normandie, j'ai eu un deuxième cabinet pendant pratiquement 2 ans. Et puis après ça, je suis parti travailler aussi en Outre-mer pendant pratiquement 1 an et demi, 2 ans également. Donc au total, ça doit faire un total de 25 ans Oui, maximum. c'est ça, oui, oui, oui. Et quelles ont été les expériences vraiment qui vous ont marqué, qui vous ont amené à basculer tout doucement vers la spiritualité, vers le monde éthérique, le monde atmique aussi, comme j'aime l'appeler. Quelles ont été ces expériences marquantes pour vous? C'est vrai, ben, c'est vrai que moi je suis né dans une famille catholique et j'ai fait mes études aussi chez les Mm. franciscains, où je dis toujours en plaisantant, où j'ai été formé, déformé, puis à la fin réformé parce qu'ils me disent on peut rien faire pour toi. Et c'est vrai que après ça, il y a eu les études de médecine. Alors là, la médecine, les études de médecine ont laminé complètement toute ma spiritualité et pour moi, on n'était plus que des êtres avec des petites cellules qui bougeaient et qui avaient un esprit qui était enfermé dans la boîte crânienne. Et je vais vous faire rire d'ailleurs. C'était
c'était quand j'ai fait mes études, j'ai eu une grande surprise. J'étais en deuxième, troisième année et je n'avais pas fait très attention à ça et je me suis aperçu, il y a des certificats en médecine où on fait le certificat de gastro-entérologie, le certificat de pathologie infectieuse, le certificat de pneumologie, de cardiologie, etc. Et d'un seul coup, je me suis aperçu qu'il y avait deux certificats, un certificat pour la neurologie et un certificat pour la psychiatrie. Et là, j'ai été scandalisé parce que je pensais que les deux étaient liés. Pour moi, comme l'esprit, on nous apprenait que l'esprit était dans le cerveau, les deux auraient dû faire un seul certificat, mais non, c'était deux certificats différents. Donc, mine de rien, il y avait quand même une petite différence qui était faite en médecine, bien qu'on s'aperçoit aussi aujourd'hui que combien les neurotransmetteurs interviennent sur le moral, sur l'état psychologique des personnes et vice-versa. Mm. Alors c'est vrai que ça m'a, qu'est-ce qui m'a fait revenir un petit peu dans toutes ces notions-là. La première, c'est que il y a eu des événements qui étaient en dehors. La première, c'est que déjà quand j'étais tout gamin, j'étais éberlué par les personnes qui pouvaient être soignées avec leurs mains. J'ai eu ma mère qui est décédée. Donc évidemment, les décès de personnes proches nous reposent des questions Tout à éternelles fait. de ce qu'il peut y avoir, sans parler des patients qu'on accompagne et que, comme je disais, j'étais dans la médecine de famille, alors c'est vrai qu'un décès d'un patient qui était devenu un ami est toujours douloureux, même si on peut pas, la mort est que la fin de la vie, est obligatoire, on peut pas y échapper, mais ça fait poser toujours des questions et c'est ce que je dis aujourd'hui, c'est quand on commence à se poser des questions sur la mort, l'après la mort, après la vie, et donc s'il y a un Dieu, quel est-il, que veut-il? À ce moment-là, c'est là l'éveil spirituel, je dirais quelque part, c'est là qu'il débute. C'est pas un grand mot en se disant, c'est quand on commence à se poser des vraies questions. On m'avait donné des réponses quand j'étais chez les franciscains, mais ces réponses étaient des réponses toutes faites. Il Oui. fallait que je trouve les miennes et que je les vive par rapport à ça. Et c'est vrai que j'ai développé un chemin spirituel qui m'a sorti complètement des religions d'ailleurs, mais c'est un chemin individuel et que je continue de poursuivre. On n'a pas trop toute sa vie par rapport à ça c'est clair. Et vous avez eu peut-être des expériences avec des patients où vous touchiez un peu cette métaphysique, où grâce à eux, vous arriviez à trouver des réponses ou à vous poser des questions d'ailleurs. Oui, oui, eh ben, mes patients, je les remercie toujours, tous les patients que j'ai eus, je les remercie parce que grâce à eux, j'en suis là où j'en suis aujourd'hui. Oui. Ils m'ont fourni, ils m'ont donné une multitude d'informations, d'expériences, etc. Les expériences, moi j'avais lu il y a plusieurs livres qui m'ont beaucoup intéressé. Il y avait à l'époque, c'était La vie après la vie du docteur Moody. Il y avait Nous sommes tous immortels du docteur, pas du docteur, mais de Patrick Drouot. Et puis il y avait aussi La prophétie des anges. Donc ça, l'époque, c'était ces trois Mhm. livres-là qui me berçaient un petit peu dans leurs idées. Et donc j'ai eu des personnes qui m'ont fait la confiance de me raconter. À l'époque, on parlait de NDE, de Near Death Experience. Aujourd'hui, on parle des états de mort imminente. Donc il y a des personnes qui m'ont expliqué aussi des expériences qu'ils avaient eues avec des revenants dans leur maison. J'ai eu aussi beaucoup de magnétiseurs, de guérisseurs qui sont venus dans mon cabinet parce qu'à l'époque j'étais un des rares médecins qui acceptait de les soigner, des voyants aussi avec qui j'ai eu des grandes discussions et qui m'ont permis de comprendre aussi ce qu'était la voyance parce que la voyance fait toujours un petit peu peur et intrigante quand on la regarde comme ça, mais en fait, c'est un renseignement, c'est pas une obligation, en ce sens Tout que à fait. Mm. voilà, et nous indique le futur tel qu'avec les éléments qu'on a aujourd'hui. Et si on change ces éléments, on change le futur parce qu'on est toujours les seuls patrons de notre vie. Et ça, c'est important. Oui. On a le pouvoir. Voilà, donc il y a plein des personnes, et puis j'ai eu des amis
qui faisait des régressions dans les vies antérieures. Et là, j'ai été en faire un certain nombre qui sont assez troublantes, et, dont une première a été particulièrement et qui m'a mis vraiment le pied à l'étrier, si je peux dire, c'est qu'en fait, je traversais une période difficile dans ma vie et j'ai vu mon ami qui m'a fait régresser dans la vie antérieure, qui pouvait expliquer le pourquoi je passais cette période difficile. Et là, d'un seul coup, boum, c'est devenu très clair, très évident, et ça m'a permis de comprendre, d'accepter et de traverser et de passer cette période difficile qui aurait été certainement beaucoup plus longue autrement. Donc il y a beaucoup, on a toujours plein de personnes qui sont là sur notre chemin et qui nous apportent des expériences remarquables, et sans parler et également de la médecine médecine conventionnelle, je dirais. Et moi, je suis toujours les journaux médicaux conventionnels, mais parce que au sein de ces journaux, il y a aussi des études qui sont extrêmement intéressantes sur le psychisme, sur l'esprit. Et à l'époque, ce qui me passionnait, c'était de regarder l'effet placebo, par exemple. Hmm. Donc il y avait à l'époque tous les médicaments, quand j'ai commencé d'exercer, tous les médicaments étaient étudiés contre placebo. Alors évidemment, c'était à la fois intéressant et fâcheux pour les laboratoires, parce qu'on voyait d'un seul coup un médicament qui donnait, allez, 45, 50% de réussite, et on regardait à côté l'effet placebo qui en donnait 35. Et donc, je disais au laboratoire, oui, alors pour avoir les 50%, il faut qu'on prenne votre médicament avec tous les effets secondaires possibles. Mais non, docteur Bodin, c'est pas ça du tout. À l'époque, j'étais docteur. Et donc, c'est pas ça du tout. Et donc, mais si, c'était ça, hein, tout simplement. Mais c'était passionnant parce que il me fournissait tout un tas d'études sur le placebo sans le savoir, évidemment. Donc vous étiez déjà aussi proche du pouvoir inhérent de chacun euh, euh, pour cette auto-guérison, Ouais. puisqu'avec l'effet placebo, on se retrouve à se suggérer en Hum. fait que le mal va partir et que la santé est naturelle. Enfin bon, après chacun va apporter son propre mantra, sa propre vérité, mais là vous vous rapprochez déjà à l'époque de du pouvoir de la guérison. Du pouvoir de la guérison. Et c'est pour ça que j'ai toujours été. Il fallait toujours que moi-même, en tant que toubib, de croire aux médicaments et aux traitements que j'allais donner à mon patient. Pour moi, c'était extrêmement important. Et si j'avais cette foi, je la transmettais obligatoirement à mon patient, d'une manière ou d'une autre. Mais vous savez, après ça, moi, j'ai étudié, c'est pas étudié, j'ai lu un certain nombre de traités de physique quantique qui m'ont aussi beaucoup ouvert les yeux. Mais ce qui est intéressant dans l'effet placebo, c'est que on voit toujours trois protagonistes: le patient, le médecin, le placebo. Mais on pourrait aussi imaginer un quatrième protagoniste qui serait le vrai médicament, qui serait le vrai médicament qui existerait peut-être aujourd'hui ou qui existera dans le futur, parce qu'on sait bien que dans la quantique, le temps n'existe pas. Et donc, en fait, quand la personne prend un médicament, par exemple pour une douleur, à ce moment-là, son esprit va se contacter le bon médicament. Le bon médicament qui peut être un médicament comme le paracétamol ou chose comme ça, et qui va à ce moment-là déclencher la fabrication d'endorphines au niveau du cerveau qui va calmer la douleur. Mais si un autre patient prend un autre média, un placebo lui aussi, pour par exemple un Parkinson, on s'est aperçu que ce placebo était capable de faire fabriquer à la personne de la dopamine, un neurotransmetteur qui manque. Donc pourquoi un même placebo, dans deux circonstances différentes, donne des résultats différents? Et on pourrait imaginer, c'est pas moi dont vient l'idée, mais j'ai trouvé l'idée très intéressante, c'est de se dire, on peut peut-être contacter le véritable médicament quantique, je dirais, et donc à ce moment-là déclencher l'effet.
Et il y a un autre élément aussi qui est très très intéressant à connaître dans l'effet placebo, c'est que souvent, si on veut vraiment utiliser l'effet placebo, c'est ce qui est fait dans les études d'ailleurs, c'est à l'insu du patient. Mais on a fait des études aussi, il y a eu des études de réaliser aussi avec des placebos donnés avec chez les patients conscients. C'est-à-dire que le patient venait pour tel problème et puis son médecin lui disait, ben voilà, vous avez tel médicament que je peux vous donner ou je peux vous donner ce placebo. Est-ce que vous seriez d'accord pour prendre le placebo? Et si le patient était d'accord pour prendre le placebo, eh bien, il y avait encore une action sur sa maladie. Peut-être moins forte Mhm. que quand il est pris à l'insu, mais n'en empêche. Et ça, c'est très intéressant parce que ça montre la puissance qu'il peut y avoir au niveau de la pensée, au niveau sur le corps. Et c'est vrai que quand j'ai commencé, je vous ai dit, pour commencer, j'ai pris j'ai commencé par trois spécialités. L'acupuncture, qui me mettait sans le savoir dans l'énergie. Oui, J'étais déjà tout près du magnétisme, etc. J'étais dans l'homéopathie. L'homéopathie qui est une médecine d'information. On transmet une information, une médecine informationnelle qui est aussi un dérivé de l'énergie. Et la troisième chose, c'était la sophrologie. Or, la sophrologie, comme l'hypnose d'ailleurs, nous montre la puissance de l'esprit sur le corps. Parce que tout ce qu'on peut réaliser en état sophronique, le thérapeute met la personne en état alpha, etc., lui passe une induction, mais c'est pas lui qui va faire calmer la douleur, c'est pas lui qui va faire l'anesthésie, c'est pas lui qui va arrêter le saignement, c'est parce qu'il passe simplement l'information, l'ordre, si je peux dire, à l'esprit du patient qui, à l'état inconscient, un état modifié de conscience, eh bien, va agir sur son corps. Ça montre, et pour moi, tout ce que nous sommes capables de faire en état modifié de conscience, on devrait être capable de le faire à l'état conscient si on y croyait, tout simplement. Parce qu'on a ce pouvoir-là. Il n'y a personne d'autre qui le fait en état modifié de conscience. C'est nous qui le faisons sur notre corps. Alors pourquoi si serait capable de le faire en état modifié de conscience et pourquoi pas à l'état conscient? Il n'y a aucune raison. oui, ça rappelle beaucoup le pouvoir de la décision de chacun. Et on voit bien qu'il y a des personnes qui ne, comment ça se fait qu'elles ne peuvent pas guérir? Ne veut, est-ce qu'elles le veulent véritablement, inconsciemment, ou est-ce que cette maladie est encore un socle qui est très important dans leur évolution? Qu'est-ce que vous en pensez? Eh oui, ben, il y a des personnes qui s'assoient dans leur maladie, qui sont bien dans leur maladie, parce que, comme on dit toujours, c'est un sujet un peu tabou toujours, mais les bénéfices de la maladie. Les Oui, bénéfices de la maladie, parce que ben, d'un seul coup, je suis malade et d'un seul coup, ben, on commence à s'occuper de moi. Il y avait une dame d'ailleurs qui m'avait très bien raconté ça, parce que j'ai eu le triste privilège de lui faire un diagnostic de cancer. Donc d'un seul coup, elle vivait dans un appartement toute seule. Personne ne venait trop la voir, etc. Et puis, le jour où il y a eu son cancer, il y a eu tout le monde qui est venu la voir. Il y a eu, pas de la famille parce qu'elle était isolée, mais il y avait bien sûr les infirmières, les ambulanciers, les aides-soignantes, etc. Il y avait plein de monde. Et puis, elle m'a lâché un jour en me disant, oui, mais docteur, si je guéris, il n'y aura plus personne. ah, Donc, voilà. il faut arriver à lui faire comprendre qu'on peut attirer du monde chez soi sans forcément être bien. Mais on peut regarder aussi les choses un peu plus loin. Hein. C'est que nous sommes tous pareils. Nous sommes tous pareils, en ce sens que nous savons très bien ce qui est bon pour notre santé. La bonne alimentation, l'hygiène de vie, l'exercice physique, un bon sommeil, une bonne hydratation, on sait tout ça par cœur. Hein. On regarde n'importe quel journal et ils nous racontent tous la même chose. Et d'ailleurs, c'est très très bien qu'ils nous racontent à peu près tous la même chose. Pour une fois, il y a un consensus et ça, c'est génial. Faut bien le reconnaître. Et donc, mais c'est pas parce qu'on le sait qu'on le fait. Oui, C'est pas pour autant que même si on sait que le tabac peut arriver à amener le cancer, c'est pas pour autant que les personnes, ça va influencer forcément les personnes à arrêter ou à boire ou des choses comme ça. Donc on est, l'être humain est toujours très ambigu. Hein, c'est ce qu'on a vu d'ailleurs avec l'histoire de la pandémie où on avait deux poids deux mesures. Là, soit on était dans la sécurité, donc il fallait faire des lois
restrictive, pour pas dire liberticide, et puis de l'autre côté, soit on était dans la liberté. Alors, sécurité ou liberté? Est-ce qu'il faut que, si je suis dans la prévention, oui, mais c'est pour marrant, hein, s'il faut, et puis d'un autre côté, liberté, oui, mais voilà. On sait aussi, par exemple, que l'alimentation, une bonne alimentation, ne sera pas forcément un gage qu'on ne tombera pas en malade parce qu'il y a d'autres éléments qui rentrent dedans. Mais inversement, si on a une mauvaise alimentation, on sait que tôt ou tard, ça apportera des problèmes de poids, de diabète, de cholestérol, que sais-je, on le sait. Donc, mais c'est voilà, sécurité ou liberté? Oui, mais c'est un sujet très très vaste, le pouvoir, notre pouvoir de création. Mais avant de revenir à là, à quel moment, qu'est-ce qui vous a amené à vraiment changer donc de métier, donc de quitter la médecine et de dire là maintenant, je vais dédier ma vie à l'autre d'une autre manière, vers D'abord, cette médecine alternative, dirons-nous. quand j'ai quitté la médecine, je savais pas trop où j'allais. D'accord. Voilà, donc je ne savais pas trop où j'allais. Je me suis dit, la médecine me correspond plus, mais qu'est-ce que et donc j'ai arrêté et j'ai commencé par en profiter, par faire des actions, des activités que je n'avais pas l'occasion de faire auparavant. Donc c'était là où j'ai commencé à faire une mission humanitaire au Tibet. C'est là que j'ai fait toute une formation en cancérologie clinique. C'est là où j'ai commencé à monter, je voulais monter un centre aussi d'information sur les médecines naturelles, etc. Donc tout ça, j'ai tapoté un petit peu tout ça et puis après j'ai commencé à écrire les premiers livres mais ça s'est fait parce que dans cette période un peu sabbatique j'ai commencé à faire les actions les activités que j'avais véritablement envie de faire et que je n'avais jamais le temps de refaire ou que j'étais à cause pris par mon métier etc et là comme on dit souvent il faut pas attendre les opportunités pour faire il faut Oui, pour attendre, pour obtenir les opportunités. Et c'est là que j'ai commencé avec les premiers bouquins à avoir des relations avec certains journaux, avec certaines radios. C'est là qu'on m'a proposé d'écrire dans un journal. C'est là que j'ai travaillé pendant un an ou deux, 2 ans ou 2 ans et demi, après, je sais plus, dans ce journal où j'écrivais pratiquement tous les articles du journal. Et là, c'était vraiment quelque chose. Et puis, de fil en aiguille, je me suis dit, et les soins énergétiques sont revenus. Et moi, ce qui m'a toujours intéressé, c'était la maladie du cancer, évidemment, parce que ma mère a eu tout un cheminement avec cette maladie et quelque part au travers du cancer, qui est peut-être la maladie la plus difficile qu'on peut rencontrer en médecine, à travers de celle-ci, on découvre un petit peu tout le cheminement. Et c'est là aussi que je me suis aperçu que le traitement du cancer doit comporter à mon sens, comme tous les oui, médias, tous les autres, hein, mais bon, j'étais sur le cancer, mais je me suis aperçu que c'était valable pour toutes les autres maladies. Évidemment, les médecines conventionnelles, qui sont, à mon sens, incontournables. Deux, les médecines naturelles, qui vont s'associer avec les médecines conventionnelles, les renforcer, diminuer les effets secondaires, voire plus. Trois, l'effet de travail sur la psychologie, sur le stress, sur les angoisses, mais aussi la recherche de sens, la recherche des émotions, des chocs émotionnels qui ont pu être les facteurs déclenchants, pas les causes, mais les facteurs déclenchants de la maladie. Et donc les comprendre et faire à partir les comprendre n'est pas suffisant. Les comprendre, ça sert à rien, c'est intellectuel et ça change rien, mais c'est un message qui nous est passé pour changer. Après ça, il y a aussi donc c'est la recherche de sens, sens de la maladie. Après ça, recherche de sens, sens de sa vie. Qu'est-ce qu'on est venu faire sur sa terre? Et après ça, la recherche de sens, mais sens de la vie en général. Existe-t-il, etc. Donc, tout ça, à mon sens, ça fait partie intégrante de la maladie cancéreuse ou du traitement. Et j'ai été très, très attristé il y a 2 ou 3 ans quand j'ai lu un article, comme je disais, dans mes journaux médicaux, où il disait que 65% des femmes qui avaient eu un cancer du sang
et qui étaient donc, comme on dit en médecine, en rémission, en état en période de surveillance, eh bien, 65% de ces femmes n'avaient pas changé leur mode de vie, n'avaient rien changé de leur vie. Mhm. Je dirais que là, c'était pour moi une catastrophe. Ça m'a beaucoup déprimé parce que, je veux dire, le verre est toujours dans le fruit dans ce cas-là. Oui, oui, oui. Et est-ce que vous avez donc découvert aussi des techniques ou peut-être créé vos propres techniques pour éradiquer ce cancer chez certaines personnes? D'une constatation, je veux dire, scientifique, est-ce que vous en avez créé votre art? Hmm. Oui, bah c'est évident que, comme je le disais, moi-même, si j'étais atteint d'un cancer demain, je regarderais très sérieusement du côté des médecines conventionnelles, et c'est pour ça qu'il faut rester très juste. Après ça, au niveau des médecines naturelles qui complètent Mhm. qui peuvent renforcer l'effet des traitements conventionnels, mais aussi certains ont des effets anticancéreux par eux-mêmes. Oui, Donc, on n'a pas les études suffisantes pour les mettre en opposition, ou plus exactement en alternative avec les traitements conventionnels. Mais pour moi, sincèrement, je prendrais absolument ce genre de traitement conventionnel, qui sont par exemple la bromélaïne, il y a le curcuma, il y a la vitamine C à forte dose, etc. Je prendrais ces remèdes en alternance avec la chimiothérapie ou la radiothérapie, etc. Parce que pour donner encore plus de chance, et il y a des études qui ont été faites, mais qui sont insuffisantes parce en médecine, on fait des études avec la chimio qui va se porter sur des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes quand il s'agit de méta-analyse. En médecine naturelle, ça va être fait sur 10, 20, 30, 50 personnes si c'est meilleur. Donc, on ne peut pas comparer. Donc, pour moi, déjà, il y a des remèdes naturels que j'ai transmis d'ailleurs au travers de mes livres. Et c'est vrai aussi, j'ai travaillé beaucoup sur la maladie d'Alzheimer, oui, tout à la fait. fibromyalgie, le syndrome de fatigue chronique, tout ça qui sont des maladies difficiles. Et j'ai montré qu'il y avait des portes de sortie qui étaient extrêmement intéressantes pour ça. Il y a des techniques avec la microimmunothérapie, etc. En médecine énergétique, il y a aussi des effets très, très intéressants. Et moi, quand j'exerçais, il y avait des personnes que j'avais la chance de voir avant qu'elles ne se fassent opérer. Et donc, dans le petit laps de temps, les 8 jours ou les 15 jours qu'on avait, on faisait 2, 3 séances rapprochées et je travaillais sur leur tumeur cancéreuse. Quand c'était une tumeur cancéreuse superficielle, comme par exemple au niveau de la gorge, au niveau d'un sein, eh bien, on pouvait palper à ce moment-là la taille de la tumeur avant la séance. Je faisais la séance et on repalpait la tumeur après. Et donc, là, je peux vous dire que ben, beaucoup de personnes repartaient avec la banane parce que la tumeur n'avait certes pas disparu, mais elle avait largement régressé. Elle avait Mhm. perdu son côté trabéculaire, infiltrant, elle avait perdu son côté inflammatoire. Bon, ça, c'est pas impressionnant, mais le plus impressionnant, c'est qu'on voyait que la tumeur proprement dite diminuait et devenait arrondie, long, ronde et arrondie. C'est bien que ce n'était pas une alternative à la chirurgie. Les personnes, je leur disais, allez faire votre chirurgie. Mais c'est évident que si la personne n'avait qu'un nodule, un petit nodule bien rond à enlever et non pas une tumeur infiltrante, ça peut être la différence pour un sein d'enlever le sein ou d'enlever simplement un cadran du sein, ce qui est bien sûr beaucoup moins mutilateur. Et j'ai travaillé aussi beaucoup avec mes patients sur ce qu'on appelle aujourd'hui le décodage biologique. Moi, j'appelle ça la symbolique des maladies. Et là aussi, en particulier dans le cancer, j'ai toujours, toujours peut-être pas, mais dans 90% des cas, j'ai retrouvé un choc émotionnel déclencheur. Déclencheur, hein, je dis bien. Déclencheur. Et est-ce que vous pourriez aussi poser un autre mot, peut-être un synonyme sur le développement de ce cancer? Est-ce que à un moment donné, c'est comme un auto-sabotage? Qu'est-ce que vient informer le cancer? Il y a une perte d'identité, il y a un chaos interne qui se génère. Ça peut être on peut présenter ça comme un chaos interne. Euh, pour moi, je pense que soit
notre corps est magnifique, mais on sait qu'on génère tous les jours des milliers de cellules cancéreuses. Et il se peut très bien que, et je pense, moi, personnellement, qu'il y a un certain nombre de cellules cancéreuses dormantes, et on voit ça au niveau des autopsies pour des personnes qui sont mortes pour d'autres raisons. On retrouve très souvent des cellules cancéreuses au niveau des seins chez les femmes et de la prostate chez l'homme, alors que les personnes sont mortes d'autres raisons à un âge avancé. Donc ces cellules n'ont pas... Et un beau jour arrive un choc émotionnel. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce choc émotionnel, eh bien, pour une même situation, cette situation va déclencher un choc émotionnel intense pour une personne. Ça peut être l'événement le plus dramatique de sa vie. Et pour l'autre, ce sera certes un désagrément, mais rien de plus. D'accord? Donc ça veut dire que pour la personne à qui c'était vraiment le choc le plus intense, ça veut dire que ça va se fixer à ce moment-là sur un organe. Et on le sait très bien au niveau énergétique que à ce moment-là, un choc émotionnel va se former au niveau du corps astral. Et s'il est puissant, il va venir se fixer sur l'organe, sur le même niveau vibratoire. Donc c'est pour ça que ça se fixe. Et en se fixant, ça bloque au point de vue énergie, ça favorise l'arrivée de tous les polluants du corps. Donc c'est pour ça que la médecine conventionnelle a raison en parlant des polluants du corps qui sont responsables du cancer et donc déclencher un cancer. Mais le choc émotionnel va indiquer l'endroit ou l'organe qui va déclencher. Et je vais donner un exemple pour que ce soit clair. Il y a un monsieur que je suivais qui avait un cancer de la vessie. Et puis, il a été voir un jour son cancérologue en disant oui, ben voilà, j'ai un cancer de la vessie, mais pourquoi j'ai un cancer de la vessie? C'est toujours difficile de dire pourquoi, mais le cancéro lui dit vous avez fumé, monsieur? Ah oui, oui, j'ai pas mal fumé autrefois. Il dit c'est sûrement à cause de ça. OK? Mais la question intéressante à se poser, c'est pourquoi à ce moment-là, le tabac a déclenché un cancer de la vessie et pas un cancer du poumon ou de la gorge, comme il aurait été normal que ce soit. Pourquoi? Et là, il n'y a pas de réponse par la médecine conventionnelle. Mais au niveau de la symbolique, on retrouve différemment. Ce monsieur avait été à 2, 3 ans de sa retraite. Il avait son bureau, il avait son travail bien codifié dans son usine. Puis un beau jour, on lui a mis un petit jeune dans son bureau déjà et qui lui a dit il va venir vous aider. Qu'est-ce qu'a pensé cet homme? Il a dit il est en train de me piquer mon boulot et puis il va me piquer mon boulot et on va me foutre à la porte. Donc là, c'était un problème de territoire. Choc émotionnel, territoire, c'est la vessie. Donc ça veut dire qu'il y a eu un blocage énergétique sur la vessie et tous les polluants du corps, dont les polluants du tabagisme, en effet, sont venus se localiser sur la vessie. Donc, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce choc émotionnel est très très important à comprendre et à surmonter parce qu'il nous indique que quelque chose ne va pas. Par exemple, quand il y a un problème de genou, c'est que la personne est trop rigide sur ses positions. Donc ça, oui, ok, ah bah oui, je suis trop rigide sur mes positions, oui, mais c'est pas suffisant, c'est qu'il faut absolument que la personne change, assouplisse ses positions. C'est ce qu'il est en train de, c'est ce que son être est en train de lui dire à travers c'est pas une punition non plus, c'est simplement un appel. Et si elle change, cette personne, si elle assouplit ses positions d'une manière générale, à ce moment-là, elle va commencer à retrouver son véritable chemin de vie. Et ça, c'est pour ça que derrière les émotions, comme le conflit de territoire, il y a autre chose qui est encore beaucoup plus important, un peu comme ce monsieur qui avait un problème conjugal parce qu'il était trop pris dans son boulot et sa femme, elle lui dit, écoute, là, il va falloir que tu choisisses entre ton boulot et moi. Donc, il était entre les deux. Alors, évidemment, c'est un conflit conjugal et ça s'est reporté, lui, sur la colonne vertébrale, sur les lombaires, qui est le gouvernail de la vie. Mais d'un autre côté, sa femme, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle lui disait, bien sûr, j'ai besoin de toi, je t'aime, quelque part. C'était aussi un signe d'amour aussi, de dire, c'est pas de se dire, tiens, allez, pars, moi, je mène ma petite vie pendant ce temps-là tranquille. Au contraire, c'était exactement l'inverse. Mais aussi, à travers ces questionnements de la femme, de sa femme, sa femme était en train de lui dire, prends davantage de temps, pour nous, bien sûr, mais pour toi.
pour pouvoir te reposer, mais pouvoir faire des choses qui te plaisent, pour pouvoir enfin mener la vie que tu aurais, pour retrouver ton chemin de vie. À travers la problématique de sa femme, son être lui parlait, lui disait qu'il fallait qu'il change, non pas qu'il arrête de travailler, mais qu'il qu'il trouve une activité, qui prenait des activités à côté pour son couple, pour sa famille, mais aussi pour lui-même et qui lui permettrait de réaliser véritablement sa vie. Voilà. Donc Oui, oui, donc le cancer, il vient s'organiser autour d'une identité qui s'est trop longtemps cristallisée et la personne ne peut pas, enfin, ou ne veut pas, après ça dépend, hein, puisqu'on a vu quand il y a des cancers qui peuvent être guéris, donc il y a eu quand même une décision de changer, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, une décision interne. Et ça, vous l'avez vécu de près. oui, 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 c'est important. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est toujours un message de l'âme. Et c'est pour ça que j'ai écrit Oui, un livre toujours sur la médecine spirituelle, guérir l'âme pour guérir le corps. Hein, c'est important. Et c'est un petit peu comme ce que je expliquais tout à l'heure avec ces femmes qui sont guéries physiquement en rémission de leur cancer du sein, mais qui n'ont rien changé. Et donc, c'est toujours le problème, c'est la guérison nécessite un changement de mode de vie, un changement de mode de pensée, la résolution d'un certain nombre de conflits. Et là, à partir du moment où il y a la guérison sur le plan physique et sur la guérison sur le plan spirituel, eh bien, mais ce qu'il faut, et là, il y a d'autres situations aussi qui sont encore plus difficiles, c'est-à-dire, c'est que, bien sûr, la maladie, toutes les maladies, pas uniquement le mm, cancer, mais toutes les maladies nous obligent à changer, à nous dire, il y a des choses à changer dans ta vie. Si la personne le fait, elle comprend, elle change, modifie son mode de vie, modifie sa manière de penser, solutionne ses conflits anciens et récents, eh bien, on pourrait se dire, elle va guérir. Oui, c'est vrai qu'elle va guérir. Mais il y a des personnes qui vont quand même mourir. Et pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ce qu'elles sont en train de solutionner, c'était la dernière chose qu'elles avaient tout à à faire fait. dans leur vie. Mm. Donc, elles vont mourir physiquement, mais elles vont être guéries spirituellement. Et c'est pour ça que je disais souvent à mes patients, écoutez, faites un deal avec la vie. On ne sait pas si c'est la dernière chose, mais faites un deal. Ça a marché, hein, je pense, quelquefois. Et c'est un deal, et je leur disais, bon, dites à la vie que si elle veut bien vous guérir, eh bien à ce moment-là, vous allez vous engager à faire de la vie qui vous est donnée, de la vie après votre guérison, dans votre vie, telle ou telle action altruiste. C'est pas la peine, c'est pas quelque chose qui va remplacer forcément le travail, mais de s'engager à faire, je sais pas, d'aller dans les restos du cœur pour aider, d'aller dans le secours populaire, d'aller faire une ONG, je ne sais pas, mais d'avoir une activité qui va être altruiste, tournée par les autres, etc. Faire un deal. Et je pense que ça fonctionne. Bon, ils ne me disent pas tout là-haut, mais Oui, oui, c'est passionnant parce que on a une vie personnelle, mais je pense que pour être vraiment dans incarner sa vie spirituelle, il faut être dans le don. Il faut être là pour les autres. On a le temps d'être là pour soi, d'être là pour son travail, pour sa famille, mais on a encore un autre niveau. C'est cette et c'est pas donné à tout le monde, hein, donc c'est juste je dirais une sorte de constat. Mais quand on arrive à s'offrir à l'autre, ça veut dire aussi qu'on a un potentiel de don, donc d'énergie interne, et ça c'est le summum. Et oui, c'est vrai que un don, le don est toujours beau, surtout quand tu es altruiste, Mm. est toujours très important. Après, plus ça va être un don qui va nous coûter, entre guillemets, et plus il va être fait avec amour, et plus il va être fait avec, et plus ça va être, et mieux, plus fort sera. Mais bon, déjà, le principal, c'est le don est déjà très important. L'intention, l'amour, la compassion, sont des éléments mais au tout départ, je pense que je mettrais, moi, personnellement, deux éléments. L'intégrité.
de rester toujours dans son intégrité, d'être toujours dans la justice, si ce n'est la justice, etc. Et la deuxième, c'est le non-jugement. Et c'est, pour moi, c'est déjà très, très important parce que dans notre société, on nous a appris toujours à juger. Et comme ça ne suffit pas qu'on nous apprenne à juger, même les médias nous disent ce qu'il faut ce qu'il faut, comment qu'il faut qu'on juge. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, etc. On n'a même plus besoin de le faire, c'est eux qui le font pour nous. Donc, et c'est très, très important de sortir là-dessus. Le jugement, la compétition, là, donc, c'est des éléments qui nous broient notre esprit. Et pour ça, je reviens un petit peu d'ailleurs sur la notion, on sait ce qui est bon et pourtant on ne le fait pas. Euh, eh bien, je vais donner un autre exemple. Là, j'ai parlé du mode de vie. On sait ce qui est bon pour notre santé, mais pourtant on ne le fait pas. Mais il y a un autre élément, c'est pour le côté psychologique, psychique. On sait que quand on est dans l'amour, on est bien. Quand on est dans la compassion, dans le don de soi, dans l'altruisme, dans l'équité, dans la justice, on est bien. Mm. Par contre, quand on est dans la rancœur, dans la jalousie, dans la haine, la régressivité, etc., on sait qu'on est mal. On n'est pas bien. On n'est pas heureux. Mais on a beau le savoir, on se complaît quand même pour le continue de le faire, alors qu'il suffirait de pardonner, de rester dans l'amour pour garder tout simplement notre équilibre et notre bien-être. On le sait, qu'il faut que ça sert à rien, mais que c'est pas bon pour nous, mais on le fait quand même. On le sait que de fumer, de prendre de la drogue, de prendre de l'alcool, d'avoir une alimentation déséquilibrée, etc., n'est pas bonne pour la santé. On le sait, mais c'est pas pour autant qu'on va les laisser tomber. L'esprit humain est terrible, hein. Très complexe. Et puis ça s'appelle aussi le libre arbitre. Et comme je dis, c'est après on a des niveaux d'incarnation évidemment différents. Est-ce que vous pourriez juste, avant de passer à un autre sujet, parce que l'Alzheimer, ça a été aussi la maladie de mon grand-père décédé, euh, la, la formulation que vous avez comprise par rapport à cette maladie, quelle est cette synthèse que vous en faites? Quelle est la symbolique derrière l'Alzheimer? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-elle? Pourquoi? Parce que c'est vrai que là, au départ, la maladie d'Alzheimer, je ne l'ai pratiquement pas étudiée à la faculté de médecine. Elle n'existait pas. Mhm. Voilà, pratiquement, il y avait un cas par-ci, par-là, etc. Et puis d'un seul coup, c'est devenu légion, et donc il a fallu que je me penche dessus. Et à ce moment-là, je me suis aperçu, en envoyant mes patients chez les neurologues, que les neurologues n'avaient aucune solution à leur proposer. C'est là que je me suis dit, OK, avec les médecines naturelles que je connais, qu'est-ce que je pourrais offrir? Non, j'ai commencé à faire quelques remèdes qui ont permis d'avoir des actions chez les Alzheimer débutants. Je dis bien débutants. Quand ça débutait, on pouvait même avoir des régressions ou des Mhm. maintiens, d'éviter que ça s'accentue. Et là, je voyais d'ailleurs, parce qu'il y a des patients qui m'ont expliqué que quand j'ai arrêté de médecine, mais d'exercer, ils ont été voir d'autres médecins qui n'ont pas voulu continuer ces remèdes, et d'un seul coup, l'Alzheimer a flambé. Alors, d'où vient psychologiquement il y a ce qui se passe, c'est qu'à un moment, les personnes ont deux éléments qui viennent souvent se superposer. Souvent, la notion de ne pas avoir réussi leur vie. Et puis la deuxième notion, c'est de ne plus se reconnaître dans la vie moderne, ou d'être mis aussi un peu sur sur le côté, de ne plus avoir autrefois les grands-parents étaient dans les familles et ben, ils enseignaient, ils s'occupaient encore, ils racontaient des histoires aux petits-enfants, etc. Ils avaient encore une fonction, mais là, quand ils sont dans une maison de retraite, ou même chez eux, et voilà. Donc, c'est souvent les deux éléments qu'on retrouve et à ce moment-là, ça monte en puissance et arrive un moment, c'est comme si l'esprit flageolait. Ça m'a donné cette impression-là, flageoler un petit peu, et comme s'il hésitait entre faire une dépression, faire une psychose, faire un Alzheimer. Et puis, il descendait du côté d'Alzheimer. Et, euh, et donc, c'est vrai que quand l'Alzheimer
est installé, là, j'ai pas vu de résultat, mais il y avait quand même des choses il y avait un élément qui m'a troublé et qui m'a Mhm. poussé toujours à chercher parce que il a, on sait, il y a des personnes qui ont l'Alzheimer et qui, pendant quelques heures, vont retrouver leur plein esprit. Oui, Pas si vous l'avez connu, ça, avec votre grand-père, mais d'un seul coup, pouf, la personne qui était complètement Alzheimer, et d'ailleurs, ça les rend très tristes parce qu'ils s'aperçoivent dans quel état ils étaient auparavant, etc. Mais je me suis dit, bon, si l'Alzheimer est lié à des problèmes au niveau du cerveau, des dégénérescences, des plaques amyloïdes, voire même à des germes, on suspecte aussi un certain nombre de virus de pouvoir le favoriser, eh bien, ces virus, ces anomalies, ces plaques amyloïdes, on peut pas dire qu'elles sont bonnes pendant une heure et qu'elles reviennent une heure plus tard. Donc, il y a autre chose. Il y a autre chose. Et si on arrive, si la personne revient pendant une heure, on doit pouvoir la faire revenir pendant une journée, pendant une semaine, pendant un mois, on peut le voir définitivement. Il n'y a aucune raison de ça. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui serait véritablement à creuser. C'est un message d'espoir par rapport à ça. Mais je dis toujours, l'Alzheimer, on n'arrive pas à le soigner proprement dit, donc, mais c'est vraiment dans la prévention qui est le plus important. Et c'est d'ailleurs là-dessus que j'ai écrit un bouquin, mais c'était un bouquin qui est sorti quand, mon Dieu, il a dû sortir dans les années 2007, 2008. Hein, donc, et tout ce que j'ai écrit là dans ce livre est toujours aussi juste, d'ailleurs. C'était oui, mon, c'est un sujet. c'était mon expérience professionnelle de l'époque. Voilà. Tout à fait. Ben, vous le dites de manière très humble, mais c'est vrai que enfin, pour moi, l'Alzheimer, ou d'ailleurs pour toutes les maladies, encore une fois, c'est un problème d'identité. On ne se reconnaît plus. Donc, soit ça passe par un choc, et l'Alzheimer, on ne veut plus voir la vérité. Donc, on s'extirpe en fait. Hein. L'esprit se déconnecte du corps, et donc le cerveau marche encore biologiquement, mais il n'est plus habité. Et ça m'amène à basculer sur une autre thématique. Euh, alors du coup, euh, si la maladie s'installe de manière temporaire ou plus permanente, est-ce qu'il y a aussi une sorte de parasitage? Est-ce que du coup, vous qui avez développé aussi ce sujet sur les entités, alors quelle est la place aussi des autres esprits, des autres entités sur notre condition humaine? À quel moment elles arrivent, des fois même sur des personnes saines, hein, d'esprit. Mais ça, vous avez fait une vidéo dessus qui était formidable sur la place des entités. Les entités, bon, déjà, il y a des grandes et des petites, comme on dit. Tout Les, à fait, oui. les petites entités qui vont certes venir un peu, comme je parle souvent, je donne souvent l'exemple des sangsues. Les sangsues sur le plan physique se fixent sur nos jambes, vont pomper nos jambes. C'est pas gentil ce qu'elles font, mais on peut pas dire c'est pas ça qui va nous faire mourir. Mais donc il faut. Et là, il y a aussi des sangsues, donc ça c'est des parasites qui peuvent pomper nos énergies, etc. Après ça, il y a des petites entités qui, elles, sont très trompeuses parce que on les voit pas forcément, elles sont nombreuses. Elles vont souvent se fixer sur les endroits en douleur, en souffrance. Et donc, elles vont aggraver le Oui, processus. Et donc, il y a des fois, elles vont se fixer sur un endroit qui n'est pas spécialement problématique, mais elles vont déclencher des choses. Et elles peuvent agir comme ça sur le plan physique, sur le plan psychologique, parce qu'elles vont se nourrir aussi de nos émotions. Et comme elles se nourrissent de ces émotions négatives, elles vont tout faire pour augmenter ces émotions, les faire grossir, parce que ça va les nourrir encore mieux. Après ça, ça peut agir sur le plan psychologique, c'est-à-dire nous emmener vers des raisonnements qui sont anormaux. Et puis ça peut nous emmener aussi sur le plan spirituel, nous rebuter du plan spirituel, nous éloigner de la lumière, etc. Donc elles peuvent travailler sur beaucoup de plans. mm, Euh,
mais, donc, il faut dire que elles sont nombreuses, elles sont fréquentes, et il y en a même qui peuvent venir quand il y a des grosses entités, ça peut venir nous changer tellement au niveau psychologie que ça peut avoir même des influences sur la morphologie de notre corps, ça peut avoir nous pousser certaines personnes à l'alcoolisme, à la drogue, etc., alors qu'ils ne le sont pas normalement, etc. Il y en a donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent intervenir avec les entités. Alors, c'est vrai que au départ, je me suis dit, mon Dieu, mais il y a pléthore. Alors c'est vrai qu'elles sont nombreuses, les petites, les parasites, on peut facilement s'en débarrasser, mais les plus grosses, c'est plus ennuyeux. Et je regardais par exemple au niveau des psychoses, des schizophrénies, et Tout à fait. où il pourrait très bien avoir des des incorporations, des entités qui s'incorporent en eux et qui changent la personnalité et qui les font partir dans des voies qui ne sont pas normales. Et en fait, en creusant encore un petit peu plus la chose, pour les schizophrènes en particulier, les paranoïaques, je me suis aperçu qu'il n'y avait qu'un petit nombre d'entre eux qui étaient véritablement incorporés par des entités. Pourquoi? Parce que les autres, d'où ça venait en fait? D'où ça venait d'eux-mêmes. C'est-à-dire que on s'est aperçu de ça avec les personnes qui ont été victimes d'attentats. Quand ils sont des personnes qui sont victimes d'attentats, elles n'arrivent pas elles n'acceptent pas les personnes qui ont vécu le Bataclan, ils le disent très bien, on n'arrive pas à accepter de ces souvenirs, c'est intolérable, etc. On les repousse, on peut pas les voir, etc. Mais pourtant, et donc souvent, il y a des esprits qui vont refuser cette réalité et qui vont fuir. Et à ce moment-là, c'est une sous-personnalité à eux qui va prendre le relais, qui va s'imposer. Ce qui peut donner l'impression d'une entité extérieure, mais non, c'est leur sous-personnalité, une de leurs sous-personnalités qui va prendre le relais. Nous avons tous des sous-personnalités qui sont des facettes de nous-mêmes qui sont en souffrance, en fait. Donc c'est pour ça que, et si on retrouve encore, si on reprend encore un petit peu plus loin sur les entités, il faut savoir que nous ne sommes jamais des victimes. Tout à fait. Merci, oui. Oui, parce que c'est trop facile de se dire oui, j'ai une entité en moi qui me perturbe, oui, j'ai un sort qu'on m'a jeté, oui, etc. Donc, on est toujours en train de considérer que ça vient de l'extérieur. Mais s'il y a une entité qui vient en moi, c'est parce que quelque part, j'ai laissé la porte ouverte. Peut-être même l'ai-je attiré inconsciemment, on est bien d'accord. Pareil pour les sorts, pareil pour tout ça. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à on a trop l'habitude de se positionner en victime et c'est trop facile. C'est trop facile, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est une victime, par exemple, je suis une victime, j'attends que mon patron me fasse une augmentation. J'attends que mon mari ou ma femme décide de telle ou telle chose, des prochaines voitures ou je ne sais pas quoi, ou les prochaines vacances. Donc, je suis une victime parce que j'attends leur bon vouloir, j'attends ce qu'ils veulent, etc. Mais si il y a une altercation avec quelqu'un ou avec son conjoint, avec sa conjointe, et qu'on dit ça vient de moi, pas facile toujours avant. Mais si Oui, on considère que ça vient de moi, d'un seul coup, j'ai le pouvoir. C'est moi j'attends plus, j'ai plus besoin d'attendre que l'autre change pour retrouver la solution. C'est moi. Et si on travaille sur nous à ce moment-là, sur les causes du conflit, eh bien à ce moment-là, le conflit change, voire disparaît. Donc c'est très important et j'ai remarqué, et c'est facile aussi, c'est que à la rigueur il y a des personnes qui disent oui, je comprends, c'est moi qui. Mais il y en avait une qui m'avait fait sourire parce que elle était psychologue et elle y voyait toujours d'ailleurs. Et puis elle m'avait souri. On avait beaucoup souri ce jour-là ensemble. Et parce qu'elle me dit oui, bon bah Luc, c'est vrai que je suis responsable à 100% de ce qui se passe dans ma vie, mais quand même, Luc, quand mon mari il est désagréable avec moi.
c'est pas moi qui l'ai amené, c'est quand même lui. Donc pendant tout le repas, on avait souri parce que on disait, bon, bah, toi, tu es responsable de 99% de ta vie, mais les 1%, c'est ta saloperie de mari, on a bien compris que c'était ça. Il Donc, fallait laisser 1% au moins à l'autre. 1%, Il fallait c'était oui, se ça. déresponsabiliser un minimum. Et puis, il y a un autre phénomène aussi qui se passe, c'est que, OK, on comprend que c'est nous qui avons attiré ça dans notre vie, mais à l'échelon individuel. Mais ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est aussi vrai à l'échelon collectif. Mm. Parce que si on change notre vision du monde, le monde change autour de nous assez incroyablement. Et c'est pour ça que même à l'échelon individuel, à l'échelon collectif, on est peut-être des co-créateurs, mais ça n'empêche que si on commence à visualiser le monde comme méchant, qui est agressif, qui va tomber, qui va s'autodétruire, il va y avoir une guerre, il va y avoir machin, etc., on est en train de nourrir cet avenir. Mais si à l'inverse, on imagine que tout va bien se passer, que les esprits vont s'ouvrir, les consciences vont s'ouvrir, qu'il faut mettre de l'amour partout, et qu'on commence à vibrer dans cette position-là, on verra que les choses autour de nous changent. Et ça, c'est très, très, très amusant à voir d'ailleurs. Et qu'est-ce que vous proposez justement pour aux autres? Ce sont des ateliers, ce sont la redécouverte aussi de la souveraineté, de sa propre créativité, de sa propre guérison. Est-ce que vous pourriez aussi nous rappeler toutes les offres que vous avez pour les gens, pour qu'ils puissent retrouver cette force de création dans leur propre vie? Oui, c'est que je ne fais plus d'ateliers en présentiel où c'est rarissime par-ci, mais c'est exceptionnel. Mais autrement, j'ai beaucoup de formations en ligne et qui sont déjà, on a parlé tout à l'heure sur le cancer, l'Alzheimer, la fibromyalgie, il y a pratiquement une formation pour chacune de ces maladies pour aider les personnes. Mais d'une manière générale, il y a aussi une autre qui va être devenez le meilleur de vous-même, se développer, voilà, donc comment faire pour créer la vie qu'on a envie. On a d'autres qui vont développer, la dernière qui est en route, là, c'est la puissance vibratoire où je développe beaucoup les talents subtils, comment développer ces talents subtils. Et aussi, les talents subtils se développent au fur et à mesure qu'on développe notre être, qu'on montre notre niveau vibratoire, qu'on développe notre spiritualité. Tout ça, ça marche ensemble. On va pas dire je vais développer l'un, puis je m'occuperai de l'autre. Tout ça, c'est intriqué. Donc, c'est pour ça que cette Tout à formation fait. aide les deux côtés à la fois, si je peux dire, qui ne sont pas deux côtés, qui n'en sont qu'un. Il y a aussi une formation sur devenez guérisseur, où j'apprends, où je transmets toutes les techniques que j'utilise et que j'ai utilisées pour faire des soins énergétiques. Donc, il y a beaucoup il y a une autre formation, 45 jours pour prendre sa vie en main. Donc aussi pour changer, pour évoluer, etc. Et il m'a toujours été, autrefois, j'avais le rêve de construire une espèce de clinique avec d'autres médecins, d'autres thérapeutes, ou des personnes qui avaient des maladies graves, dont le cancer, mais l'Alzheimer, d'autres maladies aussi, qui pourraient venir dans cet endroit pour recevoir des soins en complément des médecines Mm. traditionnelles. Moi, j'ai toujours été dans le consensus, hein, j'ai jamais été dans l'opposition. Donc, par contre, il y a peut-être des thérapies, des remèdes sur lesquels je ne suis pas forcément d'accord, mais d'une manière générale, je jette pas le bébé avec l'eau du bain, comme on dit. Et donc, puis si j'ai un infarctus tout de suite, n'hésitez pas à m'appeler l'INFSAMU, je serai très content de les voir. Donc, il faut être très, très, très objectif par rapport à ça. Et donc, j'ai perdu. Ah oui, je voulais concevoir une clinique. Ça ne s'est jamais fait parce que les financements sont arrivés, puis ça s'est défait. Enfin bref. Et donc, je n'ai pas voulu, j'ai pas pu le faire. Et une nuit, il y a eu une information qui m'est arrivée, en anglais d'ailleurs, ça m'a fait sourire, et qui m'a dit do it yourself. C'est-à-dire, au lieu de faire les choses pour les patients, un petit peu comme on aurait pu le faire à l'hôpital, dans une clinique, etc., c'est apprendre aux personnes à le faire par elles-mêmes. Et ça me paraît beaucoup plus important parce que ça permet de rendre les personnes beaucoup plus libres Tout de à fait, oui.
Et donc, c'est pour ça, c'est là que j'ai développé, que j'ai passé le premier bouquin qui était Ho'oponopono, qui a lancé un petit peu Ho'oponopono en France. Il y a eu le FT, il y a eu Aora, il y a eu la méthode Tempé, il y a eu les soins énergétiques. Il y a plein de techniques que je transmets via mes vidéos, mes livres, etc., pour aider les personnes pour qu'elles soient libres. Bien sûr, on aura toujours besoin de médecins, de psychologues, de thérapeutes, etc. Mais si on peut déjà solutionner un grand nombre de problèmes par rapport à nous-mêmes, par soi-même, c'est quand même, à mon sens, très intéressant. Donc là, maintenant, vous dédiez votre vie euh, aux personnes pour à la fois qu'elles puissent identifier leurs mots, qu'elles puissent y mettre aussi leurs mots, leurs verbes, et qu'elles puissent s'auto-guérir. Donc, il y a vraiment une libération. En fait, on est tous capables à la fois de prévenir des futurs maux et d'agir sur eux. Oui, C'est formidable. et c'est pour ça aussi, donc ça, j'ai expliqué un petit peu ces différentes techniques avec la symbolique au travers de livres également qui expliquent bien par rapport à ça. J'essaie toujours de faire il y a beaucoup de mes livres, j'ai une quinzaine de tout petits livres qui sont des grandes synthèses, des synthèses dans un petit livre, vous avez vraiment un consensus et qui sont à moins de 10 euros que j'ai voulu justement et qui ne soient pas très chers pour que ça puisse être facile à lire pour que tout le monde puisse les aborder sur plein de sujets dont la symbolique des maladies, etc. Et les soins énergétiques, on peut très bien apprendre à les faire également par soi-même. Donc et puis toutes les semaines, je fais soit un soin énergétique intemporel, soit une méditation, soit un rassemblement. Tout ça gratuitement. Et là, ce soin énergétique, bah, toutes les personnes qui y assistent en bénéficient. Et il faut bien savoir que sur ma chaîne YouTube, il y a une playlist avec tous les soins énergétiques. Et là, il doit y en avoir plus de 80 parce que chaque soin énergétique a une spécificité, un but particulier. Donc, il est facile de regarder dans la liste celui qui est intéressant. Et il faut bien savoir que ces soins, quel que soit le moment, même en différé, ont toujours la même efficacité. D'ailleurs, on le voit bien au niveau des témoignages des personnes qui le font, etc. Donc, les soins, c'est vraiment pour aider les personnes sur leur chemin, à se travailler autant sur leur côté physique que psychologique, émotionnel, spirituel et même énergétique. On parle, il y a des soins qui vont pas travailler sur les incorporations, sur les entités, sur les sorts également. Et puis, il y a les méditations qui sont à la fois doubles, au sens pour soi, pour se recentrer, pour apporter un certain nombre de choses, mais qui commencent à irradier un petit peu sur les personnes qui sont autour de nous. Et les rassemblements, eux, sont vraiment destinés à envoyer de l'amour, envoyer des pensées, de l'énergie à toute l'humanité, parce que je pense que l'humanité en a grand besoin, et si nous sommes nombreux, on peut véritablement changer le monde. Moi, je suis vraiment je pense que la pensée, on revient un petit peu sur Oui. votre point de départ, je pense que la pensée d'un petit groupe bien déterminé est capable d'influencer l'évolution de l'ensemble de la population. Et même d'une seule personne, rien qu'à vous seul, vous influencez sur l'humanité entière, sur C'est cette sûr. planète. C'est Ah sûr, oui. et on sait par l'effet Maharishi que s'il y a un petit groupe, là, véritablement, on peut faire basculer les paradigmes. On peut véritablement faire changer. Il y a toujours notre pensée, elle irradie ce qu'il faut savoir, et ça va permettre d'éclairer un petit peu les choses, c'est que euh, on a plein de vides. Il y a plein de vides entre les particules, entre les atomes, entre les molécules, et il y a plein de vides entre nous, et il y a plein de vides entre les planètes. L'univers est formé de 99,99% de vide, qui n'est pas vide, qui n'est pas vide. Je répète, et le vide n'est pas vide. Le vide est plein. Le vide est plein de quoi? Il est plein d'une énergie informée, plein d'énergie informée. Donc en fait, nous sommes tous reliés dans ce vide. Nous sommes tous comme des poissons qui sont reliés par l'eau qui les entoure. Nous sommes tous reliés. Et c'est pour ça que ce qui se passe à l'intérieur pour nous va retentir sur les autres, mais ça va retentir sur les autres êtres humains, ça va retentir sur la nature, ça va retentir sur les animaux, et il est probable que ça retentit beaucoup plus loin dans l'univers. Et ça, j'en suis intimement convaincu. Donc c'est pour ça
Et là aussi, rien que nos pensées, imaginez que vous soyez dans l'eau. Vous êtes dans l'eau, vous êtes dans vos pensées. Eh bien, ces pensées, elles vont déjà vous entourer. Vous allez baigner dans ces pensées. Alors, vous imaginez quand vous baignez dans des pensées négatives, ça, et puis ça vous, c'est pas très très bon pour vous et votre santé. Quand vous êtes dans des pensées positives, d'amour, etc., là, vous êtes des phares à travers tout ça. Donc, c'est très important. Et quand on est nombreux, avec l'effet Maharishi, on s'est aperçu qu'un petit groupe eh bien, était capable de changer l'ensemble d'une population. Déjà, une personne va avoir un effet bénéfique, mais l'ensemble, on n'a pas besoin que ce soit une majorité de la population pour changer. C'est pour ça que j'avais écrit d'ailleurs un livre qui s'appelait La Révolution, qui s'appelle toujours La Révolution de l'amour. Parce que justement, il devait sortir au moment du confinement, juste avant l'épidémie de Covid. Il Mhm. devait sortir à ce moment-là. Il a été retardé, mais j'ai trouvé que avec l'histoire du Covid et tout ça, et il était particulièrement tombé bien celui-là. Merci beaucoup, Luc Baudin. J'aurais tellement encore de questions à vous poser, mais laissons déjà cette première partie s'installer chez les personnes pour qu'elles prennent aussi connaissance de tous vos ateliers, de tous ces modules que vous avez mis en place pour eux. Et puis, avec grand plaisir d'aller un peu plus profondément en détail sur certaines techniques, ce que vous proposez. En tout cas, je vous remercie immensément, Luc Baudin, pour votre disponibilité. Cher à Merci, mon cœur. merci Alexandra. Merci de ce partage, merci de ce beau sourire. Et puis, je dirais simplement à nos personnes qui nous écoutent, je dirais une dernière chose qui me semble très importante. J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait sortir du jugement. Mais s'il faut bien comprendre, c'est qu'il n'y a aucun jugement nulle part, y compris de l'autre côté. Donc, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a Oh que pas de oui. jugement nulle part. S'il y a un juge, c'est qui? C'est vous. Il n'y a que vous. Et comme en plus, vous savez, enfer, par exemple, enfer, comme le mot paradis d'ailleurs, le mot enfer, ce n'est pas un nom, donc ce n'est pas un lieu, c'est un adjectif, ça veut dire que c'est un état d'esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est que vous êtes en train de créer votre enfer avec votre esprit. C'est tout. Alors sur la Terre, c'est vrai, mais quand on est de l'autre côté, il n'y a plus la matérialité, c'est encore plus vrai. Donc ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il faut sortir de cette notion de jugement. Et quand on passe de l'autre côté, je pense que ce n'est pas un jugement, c'est un état des lieux qu'on va vivre. C'est un peu comme moi je donne souvent l'exemple des personnes qui vont faire des cours d'anglais. Eh bien, vous êtes adulte, vous allez faire des cours d'anglais, on va vous demander, OK, vous êtes débutant? Ah non, bon, vous savez parler un petit peu anglais, vous voulez approfondir? Oui, vous êtes déjà bien débrouillé, mais vous voulez faire perfectionner, c'est ça. Donc, 3 niveaux. Et donc, si on vous prend que vous êtes débutant et qu'on vous met dans le perfectionnement, vous n'allez pas tenir 5 minutes, on est bien d'accord. Eh bien, de l'autre côté, c'est pareil. C'est un peu comme disaient les Égyptiens, c'est la pesée des armes. On va vous regarder votre niveau vibratoire. C'est pas sans. Bon, vous êtes débutant. On est tous débutants à un moment ou à un autre, et on va vous mettre dans le niveau qui correspond à à votre vibration pour que vous puissiez continuer d'avancer, d'évoluer, continuer de grandir et non pas de monter les classes, on n'est pas dans les études, on n'est pas dans le scolaire, on n'est pas dans le primaire ni secondaire, mais simplement continuer d'évoluer, de changer, etc. Donc sachez qu'il faut commencer à sortir du jugement et on pourra leur parler. Ça, c'est tout un domaine qui est intéressant parce que le jugement, il se réfère à quoi? Au bien et au mal. À la dualité, encore une fois. Or, il n'y a pas de bien et de mal. Il n'y a pas de bien et de mal. Il y a le bon et le mauvais. Il y a des certaines choses qui sont bonnes à certains moments et qui peuvent être mauvaises à d'autres, et vice-versa. Donc, c'est pour ça que le bien et le mal est aussi quelque chose qui nous fait trancher, même par les gouvernements actuels, par les médias. On dit oui, ça, ce qu'il a fait, c'est bien, ça, ce qu'il fait n'est pas bien, etc. Mais qui peut juger? Et donc, c'est pour ça qu'il faut revenir sur ces notions de bon et de mauvais. Je me chauffe les mains auprès du feu l'hiver, c'est bon. Je mets la main dans le feu, c'est pas bon. Alors le feu, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est mauvais? Voilà. Donc c'est pour ça. Il faut sortir de cette notion. Et c'est un peu la première chose
que j'ai remis en cause d'ailleurs avec, en sortant des religions, du bien et du mal, qui est très relatif en plus selon les religions, selon les pays, selon les endroits. Donc ça veut dire que c'est pas un élément universel non plus, hein. C'est une synthèse très importante que vous nous amenez parce que cette dualité enferme encore une fois le mental et ne lui permet pas d'être responsable, d'être dans la création, d'être dans l'expansion. Donc encore une fois, là, vous prévenez encore la maladie, Hmm. l'isolement, l'anxiété, le stress. Donc merci pour cette synthèse. Ça va ouvrir encore une fois les esprits Parce que à qu'est-ce qui tous. est bien? Est-ce que c'est bien de faire quelque chose avec une bonne intention et qui, en fin de compte, se révèle négative, ou de faire quelque chose qui est positif mais avec une mauvaise intention? Hmm. À réfléchir. Et c'est Oh pour ça que qu'il oui, y a des fois, j'aimerais pas être les juges qui sont dans les tribunaux, hein. c'est vrai. Merci beaucoup, Luc Baudin, en vous souhaitant tout le meilleur et je vous dis à très bientôt. Merci Alexandra, merci à tous.